Salut la communauté ScreenTune. Je tenais tout d'abord à vous remercier sur la première vidéo. L'objectif a vraiment été atteint. L'idée c'était vraiment de vous proposer une nouvelle émission et vous avez répondu présent d'une manière assez exceptionnelle pour la première émission. Donc on vous en remercie fortement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à un autre réalisateur qui est Steven Spielberg. Aujourd'hui, un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Donc à nouveau, top 10 de la part de Yves, top 10 de ma part et c'est parti. Donc Steven Spielberg, mastodon d'Hollywood, un des plus grands réalisateurs de tous les temps et pas mal de prix et pas mal de recettes. Ah oui, plus de 4 milliards de recettes aux États-Unis, plus de 10 milliards de recettes dans le monde, ça vous pose le bonhomme. 3 Oscars, 2 de meilleurs réalisateurs et 1 de meilleur film. Tout à fait. Et au total, on en est à 35 longs métrages. Et alors il y a 8 nominations pour l'Oscar du meilleur film, c'est le recordman de la catégorie en tant que réalisateur. Donc on a du boulot aujourd'hui justement. Donc encore une fois, on vous réexplique le principe. On va donner notre classement chacun de 10 à 1. On commence tout de suite avec le numéro 10. Peut-être dire encore des choses à dire ceux qui nous regardent qu'on a tenu compte de leurs remarques et que donc les mentions, on les mettra après le top 10. Oui, tout à fait. Et donc, il y avait une de vos remarques qui était de, effectivement, mettre les mentions à la fin. Donc, c'est ce qu'on fera. Comme ça, on vous spoil absolument pas ce qui va se retrouver dans le classement. Et on va commencer tout de suite. Donc, on commence tout de suite avec le numéro 10 de Steven Spielberg. Alors, Yves, tu as quoi en numéro 10 ? Ben, je pense que j'ai une petite surprise pour toi. Une petite surprise pour moi. Et donc, tu as l'Empire du Soleil. Vas-y, parce toi, que tu as Ready Player One. Moi j'ai Ready Player One. Donc si tu nous expliquais pourquoi tu as mis Ready Player One dans ton top 10. Alors pourquoi j'ai mis Ready Player One dans mon top 10 parce que je trouve vraiment que pour un film qui est sorti quand même dans les années 2010 où on a un peu trouvé que Spielberg donnait un peu has-been, le Steven il nous prouve encore une fois que c'est le boss avec un super film. Je trouve vraiment des effets spéciaux assez exceptionnels dans Ready Player One, où on voit d'ailleurs un peu toute la mythologie cinématographique de Steven Spielberg dans le film. Sacré hommage sur sa carrière aussi, puisque vous avez le parallèle avec le personnage du créateur justement du jeu de l'Oasis dans le film qui est joué par Mark Rylance, qui est une projection de Steven Spielberg dans le film. Ça renvoie vers la nostalgie de tout ce qui est gaming, années 90, années 80. Il y a un bel hommage à Kubrick aussi. Il y a un bel hommage à Kubrick, mais on va pas trop en révéler pour ceux qui l'ont pas vu. Et je trouve que c'est hyper fluide. Là, c'est vraiment de l'orfèvrerie en termes de montage, de découpage, de mise en scène. C'est fluide, c'est rythmé, et j'ai vraiment trouvé ça très bon. Et le film a très très bien marché au box-office. Je trouve que Ready Player One avait totalement sa place dans le classement. Je pense que du coup, vu ta tête, c'est qu'il est pas chez toi. Ah, tu verras bien. Moi, je peux déjà dire que j'ai pas l'Empire du Soleil dans le classement, ouais. Qui est le premier film de Christian Bale, justement. Voilà, c'est le premier film de Christian Bale. C'est une musique, moi, qui m'a hanté de John Williams. Et surtout, je trouve que le sujet choisi par Spielberg est un sujet qui est quand même très culotté, parce que les camps des prisonniers japonais, enfin de prisonniers européens, dans un camp de prisonniers japonais en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui est très très peu usité à part le pont de la rivière Kwai. Et ici, ce jeune garçon est absolument splendide. Moi, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai été le voir au cinéma. Déjà que l'affiche m'avait beaucoup attiré. Et donc, je l'ai mis dans le top 10. Ouais, et on peut aussi signaler qu'il y a John Malkovich dans le film, qui est vraiment très très bon. C'est vrai que c'est un très beau film, mais en même temps, on n'a que 10 places. C'est compliqué de tout mettre chez Steven. On passe en numéro 9. Moi, j'ai Minority Report. Et tu as Rencontre du troisième type. Oui, il faudrait peut-être que j'explique aussi que comme je suis un petit peu plus vieux que toi, j'ai pratiquement été voir tous les Spielberg au cinéma. C'est vrai. Et que je les ai regardés dans l'ordre des années, et que forcément, à une époque où les réseaux sociaux et tout ça n'étaient pas du tout existants, aller voir un Spielberg au cinéma était la promesse
d'une surprise totale. Alors, Rencontre du troisième type, d'abord c'est une surprise totale parce qu'on retrouve un réalisateur français comme acteur principal dans un film américain, et pas n'importe quel réalisateur français, puisque c'est François Truffaut. Faire venir un de ses collègues pour jouer un rôle principal dans un film américain, c'était un bel hommage que Spielberg rendait à Truffaut, qu'il estimait énormément. Ouais, bah oui, c'est un fan de la nouvelle vague française. Absolument. Donc, c'est son petit hommage à la nouvelle vague française. Effectivement, très très bon film que moi, malheureusement, j'ai pas mis dans le classement non plus. Ça fait quand même 2 de chez Yves que je ne mets pas dans le classement. C'est un peu le but. Tu soulignes aussi qu'il y a une sublime musique de John Williams dedans. Également. Qui on a d'ailleurs, si vous allez jeter un coup d'œil sur le site, on a fait un top 10 des musiques de John Williams et Rencontre du troisième type est dedans, justement. Donc, magnifique musique de John Williams. Richard Dreyfuss. Et ça raconte quoi, Rencontre du troisième type, pour les gens qui l'ont peut-être pas vu, Alors, parce que c'est un film qui est sorti en pas vu, 1977. d'abord, le titre intriguait énormément les futurs spectateurs, puisque personne ne savait très bien ce que c'était une rencontre du troisième type. Alors, une rencontre du troisième type dans l'univers de la science-fiction, c'est quand il y a un contact avec une population extraterrestre. Et tout le film est basé sur le fait que on commence à voir des petites soucoupes volantes, Des phénomènes inexpliqués. Des phénomènes inexpliqués. Richard Dreyfuss commence à être habité par une vision d'un endroit, et il commence à jouer avec, entre autres, Sa la purée. terre glaise. Et sa purée. Et sa purée. Ouais, moi, c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand il Et joue avec sa purée. pour finalement visualiser l'endroit où pourrait se trouver une rencontre du troisième type. Pourquoi tu le mets en 9, du coup ? Parce que tu vas voir, quand on va descendre, il y a du lourd en dessous. Ouais, il y a du lot. Mais c'est vrai que c'est un très très beau film. Hein, donc, mais voilà, moi je ne l'ai pas mis, j'ai mis Minority Report. Donc, sorti en 2002, donc, qui raconte l'histoire de pré-crime, donc des policiers qui vont résoudre des crimes avant qu'ils ne se soient produits, grâce à 3 médiums, 2 frères et une sœur, et leur sœur justement. C'est pour moi un des meilleurs films de science-fiction des 25 dernières années. C'est adapté d'un roman de Philippe K. Dick, Comme par hasard. Rapport minoritaire. Pour moi, c'est un thriller high-tech assez prodigieux. Il y a plusieurs scènes et plusieurs séquences dans le film que je trouve absolument exceptionnelles, notamment la scène des petites araignées scanners, justement où il va se cacher et il y a une vue panoramique absolument sublime du building dans le film. Je trouve Tom Cruise excellent dans le film, vraiment en symbiose avec Steven Spielberg sur les scènes d'action, sur la fluidité du montage, sur tout ce qu'il doit faire dans le film. Il est vraiment excellent. Pour moi, c'est un de ses meilleurs films également. Il y a vraiment plein de bonnes choses dans le film. Il y a Colin Farrell aussi qui est vraiment pas mal dedans. Et il y a Max von Sydow dans un de ses plus beau dernier rôle pour moi aussi. Donc voilà, moi je l'ai placé là. Il y a aussi une très belle musique de John Williams que j'ai pas mis dans le top 10 de John Williams sur le site internet, mais voilà, c'est un très 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 bon film pour moi, Minority Report, et je le conseille fortement à ceux qui l'ont pas vu. On aurait dû faire un top 35. On aurait dû faire un top 35 de Steven Spielberg, mais à ce moment-là on vous fait pas une vidéo de 20-25 minutes, on vous fait une vidéo de 4 heures. On va passer en numéro 8 tout de suite. Et qu'est-ce que tu as ? Le Terminal, et moi aussi, c'est superbe. Le Terminal, superbe film avec 2004. Tom Hanks. Film de 2004. Tout à fait. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones. Et la charmante Zoé Saldana. Tout à fait. Et notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, justement. Stanley Tucci. Non, oui, Stanley Tucci, voilà, justement. Je tombais plus sur son nom, Stanley Tucci, qui est très très bon dans la peau du directeur de l'aéroport. Considéré par beaucoup de gens comme un Spielberg mineur. Mais pourquoi est-ce qu'on le met en numéro 8 justement ? Parce que c'est pas un Spielberg mineur, parce que c'est une fable extraordinaire tirée d'une histoire vraie, dont le vrai protagoniste est d'ailleurs décédé récemment. Et je trouve qu'il y a une poésie dans le Terminal absolument adorable. Une poésie qui est liée d'abord déjà à cet homme qui est coincé, qui ne sait pas passer la douane,
qui erre au départ dans le terminal, puis qui commence à trouver des palliatifs pour essayer de s'en sortir, qui finit par se faire des amis dans le terminal, Tout à fait. qui finit par être aimé de tout le monde finalement. On peut carrément considérer ça comme un film un peu comme Frank Capra, avec... Oui, il y a du Capra. Il y a du Capra, donc Monsieur Smith au Sénat, La vie est belle avec James Stewart, tous ces films-là. Il y a de la bonté, parce que finalement, à part Stanley Tucci, à part le directeur de l'aéroport, qu'on finit quand même par plaindre parce qu'il fait quand même son boulot, alors qu'on a plaint finalement tout le long du film le pauvre Tom Hanks, dont on ne sait toujours pas, jusqu'à la fin, vous le saurez si vous regardez le film, on ne sait toujours pas pourquoi il veut aller et pourquoi il veut entrer à New York. Tout est parfait. Tout est parfait. Les acteurs sont au diapason de leur réalisateur. C'est vraiment un super beau film, humaniste, émouvant, et moi je le revois toujours avec un énorme plaisir à chaque fois. Absolument. Et alors aussi souligner qu'il y a un acteur qu'on n'a pas cité, qui joue dedans, depuis fait une très belle carrière, c'est Diego Luna, qui joue dans Rogue One et qui joue le personnage principal dans Andor, la série Star Wars sur Disney+. Donc voilà, très beau film Le Terminal, qu'on a donc tous les deux mis en 8, c'est le premier qu'on retrouve ensemble dans le classement, et on va tout de suite passer au numéro 7. Munich. Munich aussi. Sorti en 2006, donc il s'attarde sur l'attentat terroriste qui s'est déroulé pendant les Jeux Olympiques de Munich. Ouais, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est d'ailleurs la scène d'introduction qui est superbe. Moi je la trouve intensément superbe dans le sens, en termes de montage, de tension, elle est superbement filmée, justement. C'est une sacrée piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Qui n'étaient pas là, moi j'y étais, donc je sais que ça a fait un émoi énorme, un attentat pendant... C'est bien pour les gens qui ne savent pas quel âge tu as, donc ça donc effectivement, gros film. Je trouve un peu le film de la maturité... en tout cas chez Spielberg, puisque donc on y reviendra, il y a eu d'énormes films avant, mais je trouve qu'on retrouve une noirceur dans ce film-là. Oui, moi je vais te dire, hein, ce qui est le plus bluffant dans Munich, sachant que quand même Spielberg a des sympathies plus que importantes pour la communauté juive et israélienne, c'est que c'est une histoire de vengeance. C'est effectivement la vengeance d'un État contre les terroristes d'un autre pseudo-État. Tout à fait. Donc on va suivre le Mossad en fait, qui va enquêter suite à l'attentat sur des cellules terroristes palestiniennes. Moi je trouve le film hyper brutal, sombre, violent. Avec une belle réflexion sur la nature humaine et sa barbarie. Et alors je trouve qu'il y a un casting assez exceptionnel dedans. Donc pour citer random quelques acteurs, on a donc Eric Bana dans le film qui est aussi juif, Daniel Craig, on a Mathieu Kassovitz également, donc une belle brochette d'acteurs, et moi c'est un film de Spielberg que j'aime vraiment beaucoup. Oui, mais c'est un film de Spielberg qui dénote aussi. Ouais, dans sa filmo. Quelque part, il prend un parti de neutralité, et finalement quand on voit le mot fin, on se dit que si c'était lui, il n'aurait pas fait ça comme ça. Ah ouais, la fin est terrible quand même. Donc voilà, Munich on vous le conseille fortement, donc il est 7ème de notre classement tous les deux, donc ça fait quand même 2 fois qu'on est d'accord, c'est bien, sur 35 films. Ouais. On avance. Allez. Et on passe au numéro 6. Moi j'ai E.T. Moi j'ai Les Dents de la Mer. Tu as Les Dents de la Mer. Je veux savoir pourquoi Les Dents de la Mer. Je suis étonné qu'effectivement Les Dents de la Mer soient plus haut que E.T. dans ton cas. Étant donné que tu l'as sûrement vu au cinéma aussi, hein. Je crois que tu as vu les deux au cinéma. Moi j'étais pas né, malheureusement. Moi Les Dents de la Mer il sera plus haut. Le premier vrai blockbuster de l'histoire du cinéma. Oui. Le ratage complet aussi d'engin mécanique. Effectivement. Qui a permis à John Williams de donner toute sa mesure. Ah, une musique iconique, hein, tout le monde connaît les premières notes de Dents de la Mer. C'est difficile, tu mets ça sur une plage et tout le monde sort de l'eau. C'est vraiment vous ne regarderez plus la mer de la même façon si vous regardez Les Dents de la Mer. Avec 3 notes. Avec en plus. Terroriser une salle de cinéma avec 3 notes. Je vais pas expliquer parce
que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire des Dents de la Mer, mais il faut savoir qu'avant le film, il y a le roman de Peter Benchley qui s'appelle Jaws. Et moi j'ai lu le roman avant d'aller voir le film, et forcément je suis sorti du film un petit peu déçu, malgré la claque qu'on prend quand même dans le film, avec la musique, avec le fait qu'on ne voit pas le requin mais qu'on entend une musique qui terrorise toute la salle. C'est que dans le bouquin, là je vais vous spoiler un petit peu, mais dans le bouquin, le shérif est finalement très content que le requin bouffe l'océanographe. Enfin, je souhaite que tous les gens qui regardent cette vidéo aient vu Les Dents de la Mer, justement. Donc, premier blockbuster estival. Il faut quand même signaler aussi que, justement, s'il n'y a pas Les Dents de la Mer, peut-être que Steven ne fait pas la même carrière. Ah, absolument. Souvent copié, jamais égalé. Hein. On ne va pas parler des suites, hein. Justement, il y en a des horribles. Donc, moi, Les Dents de la Mer sera juste plus haut. On en reparlera. Alors, E.T., donc je suppose chez toi, est plus haut. J'espère, en tout cas. Juste pour revenir sur E.T. l'extraterrestre, donc c'est tout simplement le film qui a bercé l'enfance de bon nombre de spectateurs dans les années 80. Il faut savoir qu'à cause d'E.T., le The Thing de John Carpenter a été un flop monumental. Le bon extraterrestre et la méchante bébête, les gens ont choisi. Pour moi, c'est une ode à l'amitié absolument superbe. C'est le premier rôle de Drew Barrymore aussi, qui fera quand même une belle carrière derrière. C'est touchant, c'est émouvant. La musique de John Williams, qui est tout aussi iconique, et on va pas reparler de la collaboration entre Steven Spielberg et John Williams, c'est impossible de les dissocier. Et je trouve que c'est un film qui vieillit très bien, même s'il y a eu une version remasterisé où on a refait E.T. dans les années 2000 avec une version où il est un peu plus fait en image de synthèse qu'en marionnette. Donc voilà, E.T. en 6 pour moi, Les Dents de la Mer pour Yves en 6e position. On passe tout de suite en 5e position. Moi il faut sauver le soldat Ryan. Et tu as E.T. Donc on vient d'en parler. Il faut sauver le soldat Ryan. Oui. Oscar du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg, son deuxième, puisque le premier c'est pour La Liste de Schindler, avant. Alors, il faut sauver le soldat Ryan. 1998. Introduction exceptionnelle. La scène du débarquement. Spielberg a été chercher la scène du débarquement auprès des vétérans qui lui ont dit la mer était rouge. Ouais, tout à fait. Et quasiment le plus grand film de guerre de tous les temps. Hein. Ça prend aux tripes, d'autant plus que c'est mis dans le contexte avec les 3 autres frères qui sont tout à fait. Donc, morts tous en même temps et la mère qui reçoit les faire-part presque en même temps. Donc vraiment montrer, l'objectif de Steven Spielberg était de montrer la guerre dans son horrible réalité, et effectivement avec une scène d'introduction où la mer est rouge, on peut pas faire mieux. C'est sombre, c'est hyper pessimiste, c'est aussi intemporel, très éprouvant, hein. On avait déjà parlé de façon éprouvante d'Oppenheimer, mais il faut le sauver le soldat Ryan, en fait ça commence dès le début et puis ça n'arrête pas. Hein. Le titre dit ce qu'il est, hein. Il faut sauver le soldat Ryan. Donc tout va être mis en place pour essayer que le soldat Ryan s'en tire. Vraiment un super beau film avec justement des acteurs aussi, le casting est quand même assez exceptionnel avec Tom Hanks, Matt Damon, et alors il y a aussi un très jeune Vin Diesel, que justement Steven Spielberg avait dit il pourrait faire une grande carrière le garçon, et derrière on a droit à Fast and Furious. Donc voilà, Tom Sizemore aussi qui est décédé cette année aussi. Oui. Très 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 grand film, ça je pense que tout le monde le dira. Voilà, moi je l'ai mis en 5e position parce que justement il y a mieux au-dessus, et toi t'as mis E.T., donc je suppose que le soldat Ryan sera plus haut chez Yves. On va passer en 4e position tout de suite. Moi j'ai Les Dents de la Mer. Moi j'ai Ryan. Donc je vais pas revenir dessus, mais pour moi Les Dents de la Mer était vraiment important de rentrer dans le top 5 pour la simple et bonne raison que s'il fonctionne pas, notre ami Steven, comme on l'a déjà dit, n'a pas la carrière qu'il a eue. Oui. Je suis d'accord. Mais je comprends que le soldat Ryan, moi il est dans le top 5, toi il est en 4e position. Tu as 2-3 petites choses à ajouter en plus de ce que j'ai dit ou... Non, je crois qu'on a dit combien on aimait le soldat Ryan. Voilà, tout à fait. Et moi je mets effectivement Les Dents de la Mer un petit peu plus haut parce que il y a vraiment la symbolique du fait que c'est le premier blockbuster et que ça a cartonné à l'époque au box-office. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire sur 2 chefs-d'œuvre, hein, soyons clairs. Et on va tout de suite passer en position numéro 3. J'ai Jurassic Park. Non. J'ai les dinosaures, donc c'est bien, c'est la 3e fois qu'on est d'accord.
Bah oui, c'est ce qui prouve on a quand même des bons goûts. Hein. Jurassic Park, on a fait un article d'ailleurs sur le site de Screentune, vous pouvez toujours aller le lire aussi. Le plus gros succès de tous les temps de Steven Spielberg, qui est quand même ressorti au cinéma dans une version 3D et qui a encore marché, et d'ailleurs qui ressort justement au cinéma pour ses 30 ans, puisqu'il est sorti en 1993, et apparemment aux États-Unis il a déjà rapporté 3 millions de dollars pour son premier jour d'exploitation. Nostalgie, et puis il y a plein de gens qui n'ont pas vu. Moi je pleurais quand j'ai vu les dinosaures. Donc Jurassic Park, je pense qu'on pleure tous à partir du moment où on voit le brachiosaure apparaître, on a la même tête que Laura Dern et Sam Neill. Tout à fait, parce qu'il y a la musique, il y a les effets spéciaux révolutionnaires. Et quand tu as lu le bouquin avant... Oui, adaptation du bouquin de Michael Crichton, justement. Et moi, ce que j'ai trouvé bien dans le film aussi, c'est pour ça qu'il est haut aussi, c'est que j'ai retrouvé le bouquin. À quelques petites exceptions près. Ouais, notamment la théorie du chaos de Ian Malcolm. Expliqué un petit peu dans le bouquin. Le bouquin n'est fait que de ça. En fait, c'est une démonstration par l'absurde de la théorie du chaos, puisque s'il vous manque un brin d'ADN, vous aurez du mal à refaire un mammouth, et vous aurez du mal à refaire... Tout à fait, donc énorme succès, la musique cultissime de John Williams, et il n'y a pas qu'une seule mélodie qui est culte, hein, elles le sont quasiment toutes dans le film. Moi personnellement, je l'ai re-regardé avant justement qu'on tourne la vidéo, et ça n'a pas pris une ride. Ce film n'a pas pris une ride. Non. C'est incroyable, chaque plan est culte. C'est du grand spectacle, c'est des répliques cultes aussi, hein, notamment lui, il en a un paquet, ne serait-ce que celle où il fait référence à Pirates des Caraïbes à Disney, et quand les Pirates des Caraïbes explosent, ils bouffent pas les touristes. Il y en a un paquet, c'est culte de chez culte, Jurassic Park. C'était normal que ça apparaisse sur le podium. On fait quand même la queue aussi à l'attraction d'Universal. Tout à fait. Et on fait non seulement l'attraction, mais on a droit à la musique tout le long. Tout à fait. C'est juste dommage qu'ils aient ajouté la trilogie de Jurassic World dans l'attraction, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Jurassic Park, qui est le premier film sur le podium des meilleurs films de Steven Spielberg, et on va tout de suite passer en numéro 2, et là, je peux vous dire qu'on a eu difficile. On a la liste de Schindler tous les deux, c'est ça ? C'est ça. Tout à fait. La liste de Schindler, le premier Oscar de Steven. 1993. Parce qu'avant ça, il y a eu quelques dominations et il ne l'a jamais eu. Et donc là, il a aussi l'Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure musique. Enfin, c'est la liste de Schindler. Alors, je vais peut-être vous raconter une anecdote que j'ai découverte il n'y a pas tellement longtemps. C'est que la liste de Schindler rapporte 350 millions de dollars et que Spielberg n'en prend pas un. Il dit, on va mettre ça dans une fondation pour le souvenir de la Shoah. Et ses producteurs ont versé donc tous les bénéfices. Et il n'y a pas que ça. Donc ils ont versé les bénéfices, mais il faut savoir aussi que la liste de Schindler, ça sert de travail de fin d'études à Steven Spielberg. On avait d'ailleurs fait un secret de tournage sur la page Facebook dessus, puisqu'en fait, quand il a fait Duel, il n'avait pas fini ses études, l'ami Steven. Et justement, comme il n'avait pas fini ses études, il a rendu la liste de Schindler comme mémoire. C'est quand même... Et il n'a pas eu de prix. C'est quand même, c'est quand même super culotté. Donc au total, la liste de Schindler, c'est 7 Oscars. Esthétiquement époustouflant, hein, le choix de tourner tout en noir et blanc, sauf une petite séquence, la séquence de la petite fille qui est en rouge. C'est époustouflant, c'est tragique, c'est un drame humain. Et c'est vrai que la liste de Schindler, pourquoi on ne le met pas en 1 ? Parce qu'en fait, c'est très difficile à regarder. Et tu ne le regardes pas 50 fois. Et on ne le regarde pas 50 fois, mais c'est un film qui, vous êtes nombreux à l'avoir déjà dit plusieurs fois sur Screentune, que ça devrait être un film qui devrait être montré dans les écoles. Tout à fait. Justement pour son devoir de mémoire, sa puissance évocatrice hyper rare, les acteurs, parce qu'on ne va pas quand même parler des acteurs. Donc c'est pour moi le meilleur film de Liam Neeson, de sa carrière. Savoir que Liam Neeson n'a pas reçu l'Oscar, et alors il y en a un autre qui est monstrueux dans le film, qui a même fait peur à une survivante des camps, c'est Ralph Fiennes, qui joue Amon Goeth, donc qui est absolument flippant
faut savoir qu'il a bu de la Guinness aussi pour son rôle. C'est-à-dire qu'au départ, même, on ne le reconnaît pas vraiment. On se dit, mais c'est qui ce type abominable? Et donc Ralph Fiennes, qui pour moi méritait totalement un Oscar, ne l'a pas eu non plus. Et alors, dernière petite anecdote sur la liste de Schindler, pour vous dire que c'est déjà éprouvant à regarder pour tout le monde, mais ça a aussi été éprouvant pour les acteurs. Donc déjà, il y a Ben Kingsley qui se baladait toujours avec une photo d'Anne Frank dans sa poche. Et alors, il y a aussi le fait que c'était tellement éprouvant et que l'atmosphère sur le tournage était triste que Steven Spielberg a fait venir un certain Robin Williams. Pour mettre un peu d'ambiance. Et Robin Williams racontait des blagues au micro, un peu comme il fait dans Good Morning Vietnam, au micro, et c'était diffusé dans les parlophones sur le plateau de tournage. Pour remettre un peu d'ambiance tout le long du film. Donc en fait, même dans sa construction, la liste de Schindler est culte. Énorme film, premier Oscar pour Steven Spielberg. Et on passe tout de suite en numéro 1 avec l'incontournable pour nous, en tout cas. Moi, j'ai mis Les Aventuriers de l'Arche perdue et Yves aussi, c'est parfait. On est totalement d'accord. On aurait pu mettre la saga Indiana Jones, même si moi j'ai d'énormes problèmes avec le numéro 4. Mais on a mis Les Aventuriers de l'Arche perdue premier du nom, parce que le monde fait connaissance avec Indiana Jones. Le Dr Jones, incarné par le charismatique, culte et légendaire Harrison Ford. Vous savez combien moi j'aime en tout cas Harrison Ford sur Skin Tune. T'es pas le seul, hein. La quintessence du film d'aventure, vous voyez déjà, en plus il apparaît partout, ici à l'image. C'est la quintessence du film d'aventure, la musique cultissime de John Williams, montagne russe d'aventure tout au long du film. Et je trouve que c'est, en plus dans le 2, c'est un peu pareil. Pour m'être refait le 2, justement, aussi avant de tourner la vidéo, je trouve que le 2 est hyper bien rythmé également. Et le 3e, le duo avec Sean Connery fonctionne à merveille. Alors, moi j'ai une petite anecdote sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, parce que moi j'ai été voir ça par le plus grand des hasards en 1981. Pour bien répéter à tout le monde, encore une fois, que tu as vu la moitié des films de Steven Spielberg aussi. Dans l'Utah, en ne sachant pas ce que j'allais voir, il y avait l'affiche, c'était Spielberg, et j'ai vu une salle comble, un enthousiasme délirant. Tout le monde est sorti de là en se disant on a vu effectivement la quintessence du film d'aventure. Je vous dis pas les hurlements des charmantes jeunes filles quand elles ont vu la boule rouler au début du film. C'était vraiment un roller coaster. Tout à fait, c'est un truc d'émotion permanent. Et vous voyez, il est partout. Il tombe d'un capot de camion, Dieu sait comment, mais il en ressort. Il a toujours un truc pour s'en sortir. Et franchement, tu parlais tout à l'heure en disant Les Dents de la Mer. Sans Les Dents de la Mer, il n'y a pas Spielberg aussi peut-être brillant. Je crois que quand il fait Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec un scénario super bien travaillé... Avec George Lucas, il faut savoir qu'à la base, effectivement, ils veulent faire un James Bond. Ils se vont en vacances, ils veulent faire un James Bond, et ils vont totalement à l'opposé. Ils gardent cette idée du James Bond, mais ils en font un aventurier. Tom Selleck était à la base... Et il avait un contrat sur Magnum, donc la série Magnum. Et on ne saura jamais si Tom Selleck aurait fait un bon Indiana Jones. Et personnellement, moi, je ne veux pas le savoir. Donc, je m'en fous. Effectivement, comme tu l'as dit, une harmonie absolument dingue entre humour, violence, aventure. Moi, personnellement, la scène d'introduction, justement, je pense que c'est les 10-15 premières minutes qui ont bercé ma cinéphilie. Que ce soit la boule, les indigènes, le serpent dans l'avion, le précipice, l'idole, les fléchettes, le gars qui le laisse tomber et qui part avec le fouet. C'est un truc de dingue en fait, les 10 premières minutes d'Indiana Jones. Et ça va pas s'arrêter pendant presque 2 heures. On va quand même dire qu'on adore les 3 premiers. Hein. On parlait justement de l'osmose entre Sean Connery et Harrison Ford dans le 3e. J'adore la dernière croisade. Et en fait, j'adore le Temple maudit aussi. Donc... on les adore tous. On les adore tous. Un peu moins le 4 quand même. Et le 5e de James Mangold était quand même cool. Donc voilà, en numéro 1, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue. Parce que c'est le premier Indiana Jones. Parce qu'il faut quand même se dire que si celui-là ne fonctionne pas, on n'a peut-être pas les autres non plus. Aussi. Et on va passer tout de suite aux mentions. Donc des films qui ont gratté le classement. On fera un petit récap du classement juste après.
Et on passe tout de suite aux mentions. Donc on va vous citer 5 mentions, parce que comme on l'a déjà dit, Steven a fait 35 films. Donc vas-y Yves, dis-moi un peu ce qui a gratté ton classement. D'Indiana Jones 3, pour lequel évidemment il y a une alchimie extraordinaire entre Harrison Ford et le regretté Sean Connery. Donc Indiana Jones et la dernière croisade en mention. Ouais. Ok. Ben, j'ai Duel. Le premier film de Steven Spielberg. Duel, le premier film de Steven Spielberg qui au départ est un téléfilm, puis qui est tellement bizarre, novateur, qu'ils en ont fait une diffusion au cinéma. Alors, j'ai West Side Story. Ok, moi j'ai pas du tout aimé, mais encore une fois, je reste sur le classique de Robert Wise. Ouais, ben moi j'ai quand même trouvé que, bon, on sait depuis longtemps, on sait depuis Indiana Jones 2 que Spielberg rêvait de faire une comédie musicale. On sait que tout doucement, l'âge venant, il avait envie de le faire. Il a fait West Side Story, il y a quand même une fille qui a gratté un Oscar avec ça. Et encore 2. Encore 2. Alors là, je vais te faire... sauter au plafond. Moi j'ai beaucoup aimé Lincoln. Ah, pour lequel Daniel Day-Lewis décroche son 3e Oscar, ouais, tout à moi fait. J'ai quand même beaucoup aimé Lincoln. Lincoln, c'est un personnage incontournable de l'histoire des États-Unis. Bah. Et j'ai trouvé que c'est une façon de filmer Lincoln qui n'avait jamais été faite. On voit Lincoln traverser des tas de films. Et on s'intéresse pas beaucoup au personnage. Tant que c'est pas Abraham Lincoln, chasseur de vampires, moi ça me va. Et en dernier, ta dernière mention? En dernier, j'ai hésité. Finalement, je vais te dire que moi j'ai un faible pour Amistad. Amistad avec Matthew McConaughey, ouais, Amistad, Anthony Hopkins et Djimon Hounsou, si je ne m'abuse. Oui. C'est pas un film que moi j'aime beaucoup non plus. Je sais bien que tu l'aimes pas. Donc voilà, ok, pas de souci. Amistad en dernier. Alors moi j'ai Duel aussi, parce que c'est le premier film de Steven Spielberg, effectivement, le camion qui poursuit cet automobiliste. J'ai mis La Guerre des mondes, oui, qu'on était allé voir au cinéma ensemble. J'ai mis Rencontre du troisième type, donc qui apparaît dans ton classement, et j'ai mis Catch Me If You Can, donc Attrape-moi si tu peux. Mais ça, je sais que tu l'aimes bien, moi. Avec Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dans un Spielberg, voilà, c'est très cool. Et ailleurs, il y a Tom Hanks aussi, et puis il y a une super musique. C'est vrai. De John Williams également. Donc voilà. On n'a pas mis Tintin, qui est dans le setup, comme vous le voyez dans la décoration. On n'a pas mis Tintin, alors qu'on est belge. C'est dommage. Hein. Voilà, j'espère que le classement vous a plu. Vous pouvez voir le récap du classement qui va apparaître à l'écran, évidemment. Et on tient encore une fois à vous remercier pour la première émission. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec le classement. Donnez-nous également votre commentaire. N'hésitez pas aussi à nous partager vos idées de top. On les lira avec plaisir et on fera sûrement une émission sur 1. Yves, encore une fois, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir et on se retrouve très vite avec une autre émission qui sera consacrée à un genre cette fois-ci. Salut, à la prochaine, ciao. Ciao.